De la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, bonjour. Bonjour, merci madame. de nous recevoir dans votre résidence avec Christophe Boisbouvier. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, merci. Alors, Monsieur le Président, votre pays a connu une crise post-électorale qui a duré 5 mois. Vous avez vous-même vécu reclus à l'hôtel du Golfe. Oui. Et samedi, eh bien, vous avez été célébré, fêté par une vingtaine de chefs d'État. C'est l'aboutissement de 18 ans de lutte. Oui. Comment allez-vous ? Mais je vais bien, un peu fatigué, mais ça va bien et la ferveur et surtout la participation des Ivoiriens m'a beaucoup impressionné. Et également, je pense que c'est un signe très fort. La Côte d'Ivoire se rassemble après cette terrible période post-électorale, beaucoup de morts, 3000 tués et beaucoup de destruction. Et les chefs d'État nous ont honorés. Je suis très fier de cette participation massive. En réalité, en plus des chefs d'État, il y a 10 pays en plus qui étaient représentés. Donc c'est une trentaine de pays qui sont arrivés, y compris bien sûr la France, l'Union européenne, notamment la Belgique, des pays arabes, des pays donc latino-américains. Ils étaient très nombreux et le premier président que vous avez remercié, c'est Nicolas Sarkozy, il faut le dire. Tout à fait. Nicolas Sarkozy qui a d'ailleurs été ovationné, applaudi. La force licorne a joué un rôle décisif dans le dénouement de cette crise, c'est vous qui l'avez dit. Que répondez-vous aujourd'hui à vos adversaires qui disent que vous avez été installé par des puissances étrangères? Mais parce qu'ils ne connaissent pas la réalité, tout simplement. Les Ivoiriens sont fiers donc d'avoir mené ce combat. Après tout, ce ne sont pas les forces françaises ni onusiennes qui ont permis de rentrer jusqu'à Abidjan. À Abidjan, Laurent Gbagbo avait des armes de destruction massive. Les Nations Unies ont adopté la résolution 1975 qui demandait la destruction de ces armes. Et sans ces armes, Laurent Gbagbo n'était rien du tout. Et c'est ce qui s'est passé. Nous considérons que c'était important de régler ce problème. Et d'ailleurs, l'accueil qui a été réservé au président Sarkozy, l'intensité de cet attachement n'est que le reflet également des liens très forts entre la France et la Côte d'Ivoire. Ce sont des liens historiques. Souvenez-vous que Houphouët-Boigny a été ministre d'État sous la 4e République et que le président François Mitterrand était son ministre délégué. Alors écoutez, donc qu'on arrête. Nous sommes très fiers des relations privilégiées que nous avons avec la France. Si c'était à renforcer, parce que c'est déjà très fort, nous le ferons parce que nous sommes attachés à cette coopération et à ces liens historiques. Le samedi 9 avril, vous êtes reclus à l'hôtel du Golfe, des mortiers tombent sur votre hôtel. Tout à fait. Le lendemain, dimanche 10 avril, il est 9h du matin, vous appelez Nicolas Sarkozy, vous lui demandez il faut faire quelque chose. Est-ce que dans ces cas-là, l'amitié ça compte? Ça fait 15 ans que vous vous connaissez. Non, j'ai appelé Nicolas Sarkozy, mais j'ai appelé également Ban Ki-moon. Une résolution a été adoptée, 1975, qui interdit l'utilisation des armes lourdes, et Gbagbo utilise des armes lourdes contre nous. Il faut être logique. La communauté internationale devait assumer. Et le Ban Ki-moon n'a pas pris cette décision sans avoir consulté les membres du Conseil de sécurité qui ont donné leur accord à l'unanimité. La France a tout simplement agi dans le cadre de son mandat. Et s'il ne l'avait pas fait, elle aurait été en faute. Ce samedi, Nicolas Sarkozy a annoncé qu'il allait maintenir une base militaire française à Port-Bouët, donc à Abidjan. C'est une surprise. Est-ce que c'est vous qui lui avez demandé ça? Oui, le président Bédié et moi avions saisi déjà les autorités françaises en son temps pour que la base soit maintenue. Sous prétexte de choses que je ne qualifierais pas, mon prédécesseur avait demandé le départ de la base du 43e BIMA. Vous savez, la Côte d'Ivoire est un lieu très important en Afrique de l'Ouest. Nous sommes tout de même au centre de l'Union économique et monétaire. Nous sommes la 2e puissance au sein de la CEDEAO. Nous avons une coopération très étroite avec des pays comme le Burkina, le Mali, où il y a des menaces de terrorisme. Donc nous pouvons dire que l'influence collective avec nos partenaires va jusqu'aux frontières de l'Algérie et d'autres pays où le terrorisme quand même est une menace.
Alors pourquoi retirer la base militaire de la Côte d'Ivoire? Je trouve que c'est un instrument important de lutter contre le terrorisme. Il faut que cette base soit renforcée. Il faut que toute cette sous-région soit en paix et soit protégée parce que nous n'avons pas les moyens de renseignement ou de suivi pour régler ces problèmes terroristes. Mais vous ne craignez pas qu'on parle de France-Afrique? Non, c'est plutôt l'Afrique qui demande cela. Et l'Afrique fait partie du monde. Pourquoi voulez-vous chaque fois singulariser l'Afrique? Les États-Unis ont des bases dans d'autres pays. En quoi cela gêne? Il y a des bases au Moyen-Orient. Cela ne gêne pas. Quand il s'agit de protéger l'Afrique, on en fait un complexe. Nous n'avons pas de complexe. Nous voulons travailler à protéger les Ivoiriens, à protéger les Africains, à développer les relations entre l'Afrique et tous les pays. Et nous n'avons que l'objectif de l'intérêt de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire, des Africains et des Ivoiriens. Lors de votre discours d'investiture, Monsieur le Président, vous avez beaucoup parlé évidemment de réconciliation, mais on n'a pas grandement entendu le mot pardon. Est-ce qu'on peut se réconcilier sans pardonner? Non, point du tout. On doit se réconcilier dans le dialogue. Ce dialogue doit être empreint de vérité. C'est pour cela que nous avons appelé notre commission dialogue, vérité, réconciliation. Vous savez, il faut que l'aboutissement, nous ayons un processus de justice positive et de justice, je dirais, négative. La justice positive, effectivement, c'est le pardon. Mais la justice négative, c'est également de punir les crimes les plus graves. Il faut bannir l'impunité en Côte d'Ivoire. Cela a été un problème central des difficultés de notre pays et nous allons pardonner ce que nous pouvons pardonner. Cela dépendra des recommandations de la Commission, mais parallèlement, le processus judiciaire va continuer. Les crimes graves seront punis. Alors justement, concernant Laurent Gbagbo, qui est toujours à Korogo dans le nord du pays, par qui va-t-il être jugé, Laurent Gbagbo? Par la Cour pénale internationale ou par des tribunaux ivoiriens? Oui, non, il y aura deux catégories. Il y a tout de même des catégories qui relèvent des tribunaux ivoiriens, la corruption, la déstabilisation, la confiscation du pouvoir après les résultats de l'élection, les forfaitures, etc. Tout ça peut être jugé par les tribunaux ivoiriens. Mais à côté, nous avons tout de même des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes de sang. Nous pensons et nous demandons que ce soit la Cour pénale internationale Donc Laurent Gbagbo ira à la CPI? Nous demanderons que Laurent Gbagbo, j'ai déjà écrit d'ailleurs pour le demander, pas seulement lui et d'autres personnes. Il y a certainement des chefs d'État que vous avez reçus ce samedi qui ont dû vous dire non, laissez tomber. Aucun. Il faut. Non, j'ai eu un dîner restreint avec les chefs d'État, y compris le président de l'Union africaine. J'ai discuté avec le président de la CEDEAO, de l'UMOA. Écoutez, c'est trop grave ce qui est arrivé. Pourquoi certains chefs d'État devraient être devant la Cour pénale internationale pour ce qu'ils ont fait? Des crimes de sang, des crimes de guerre. Et que Laurent Gbagbo ne le soit pas. Et vous ne craignez pas qu'à l'occasion d'un procès à Abidjan, Laurent Gbagbo transforme ce procès en tribune politique? Vous savez, je crois qu'il n'a aucune influence réellement. Il a maintenu les gens par la terreur, par l'argent. Maintenant qu'il est donc dépouillé des moyens de l'État, il sera jugé sur ces questions de manière tout à fait normale. D'ailleurs, ce que je crains, c'est que peut-être il y ait une tentative d'enlèvement ou peut-être de violence à son endroit. Et c'est pour cela que je l'ai envoyé à Korogo, pour le protéger en réalité. Mais il sera jugé. Il sera jugé en interne. Et je demande qu'il soit jugé par la Cour pénale internationale. Monsieur le Président, vos hommes, les FRCI, ont commis également des exactions, notamment dans l'ouest du pays, à Douékoué. Vous avez dit qu'il n'y aura pas d'impunité pour ces hommes-là. Tout à fait. Est-ce que ces hommes-là ont déjà été arrêtés? Est-ce qu'il y a eu des premières arrestations? Madame, il faut d'abord faire le point, que nous sachions ce qui s'est passé. Nous avons diligenté le procureur de cette région, qui est allé faire des investigations. J'ai demandé à la Commission des droits de l'homme de faire également une enquête. Et donc, à l'issue de ces enquêtes, tous ceux qui auront des choses à se reprocher, à qui on reprocherait des crimes, seront jugés. Tout
tous les Ivoiriens sont égaux devant la loi. Il n'y aura pas d'exception. J'ai dit tout à l'heure, je suis contre l'impunité, ceci veut dire l'impunité contre tous ceux qui commettent des crimes. Pas d'impunité également pour ceux qui ont tué Ibrahim Koulibaly. Ibrahim Koulibaly, c'est le chef, on le rappelle pour nos téléspectateurs, du commando invisible, qui vous a soutenu lors de la bataille d'Abidjan, qui a été tué par vos hommes. Il n'y aura pas non plus d'impunité pour les commanditaires? Vous allez trop vite là. Ibrahim Koulibaly, j'ai fait faire une autopsie. Les circonstances de la mort doivent être bien clarifiées. C'est une bataille qui a conduit à sa mort. Et nous verrons comment les choses se sont passées. Il y aura une enquête approfondie et en fonction des résultats de l'enquête, nous prendrons les mesures nécessaires. Mais n'avez-vous pas demandé à ce qu'il soit fait prisonnier, comme Laurent Gbagbo? Écoutez, si j'ai demandé que Laurent Gbagbo soit fait prisonnier, j'ai demandé la même chose pour Ibrahim Koulibaly. Laurent Gbagbo, quand il a été arrêté, sa première phrase a été de dire « ne me tuez pas ». Les gens lui ont dit, le président nous a dit de toute façon qu'on ne doit pas toucher à un seul de vos cheveux. Mais apparemment, on me dit que pour Ibrahim Koulibaly, plutôt, ces gens ont riposté, ont commencé à tirer sur le FRC, mais je préfère ne pas rentrer dans ces détails. Laissons l'enquête suivre son cours et nous en tirerons toutes les conséquences. Monsieur le Président, que répondez-vous à ceux qui disent que vous ne contrôlez pas vos troupes, que vous ne contrôlez pas tous vos soldats? Mais écoutez, c'est l'heure, je suis pour la liberté d'expression. Vous savez, la Côte d'Ivoire a été divisée, était dans un état de désordre. Regardez des pays qui étaient tenus comme la Tunisie, ou d'autres pays que je ne citerai pas, qui ont eu des régimes très forts, avec des personnalités tout de même, qui ont fait non seulement la sécurité leur objectif, mais également le développement économique. Et quand il y a un vide sécuritaire, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a plus personne. Et ce qui s'est passé à Abidjan, nous n'avons pas eu ces difficultés ailleurs. À l'ouest, c'était la même chose. Parce que Laurent Gbagbo avait organisé une situation de révolte, de tuerie, de développement des miliciens, des mercenaires. Alors quand il n'y a pas d'ordre, évidemment, ça devient compliqué. Mais vous savez, Abidjan est quand même apaisé maintenant, en un mois. Mais vous savez bien que les miliciens ont été exclus d'Abidjan. Les mercenaires également. Vous savez bien que dans certains quartiers comme Yopougon, beaucoup de gens restent terrorisés, n'osent pas sortir de chez eux. Ils sont terrorisés notamment par les FRCI. Est-ce que vous allez les remettre au pas? Oui, mais vous savez, ces questions sont importantes. Il y avait des mercenaires et des miliciens par dizaines de milliers à Yopougon. Yopougon a été la base de repli, j'ai dit pour ceux qui ne connaissent pas bien Abidjan, était un quartier important, Abidjan, où il y a 1 500 000 personnes qui vivent comme à Bobo. Et quand les miliciens ont été dégagés des 9 autres quartiers d'Abidjan, ils se sont tous retrouvés à Yopougon, par dizaines de milliers. Ils avaient des complices chez qui ils cachaient des armes lourdes. Alors il fallait faire un travail d'assainissement et c'est ce qui s'est passé. Et maintenant, la paix est revenue à Yopougon et nous veillerons à ce que la police et la gendarmerie reprennent donc leur activité de protection et de maintien de l'ordre. Monsieur le Président, est-ce que vous avez des nouvelles des 2 Français, du Malaisien également et du Béninois qui ont été enlevés le 4 avril dernier à Abidjan? Oui, nous suivons cette question de très près. Nous avons eu quelques éléments puisque certains miliciens qui les ont enlevés ont pu être arrêtés, nous ont indiqué les chefs de bande. Nous remontons la filière, mais je préfère m'en tenir à cela pour le moment. L'enquête avance. Oui. Dans votre discours de ce samedi, vous n'avez pas cité le nom de votre Premier ministre. Est-ce que cela veut dire que la page Guillaume Soro est tournée ou pas? Ah non, point du tout. Guillaume Soro est un Ivoirien et je peux dire d'ailleurs, il fait un excellent travail et il sera reconduit dans ses fonctions. Donc il sera Premier ministre et le ministre de la Défense. C'est ça. Donc nous sommes en accord avec le président Bédier pour le faire. Donc le citer ou ne pas le citer n'est pas si important que cela. Est-ce qu'il pourrait être un jour votre successeur? Mais écoutez, c'est à lui que vous devez poser la question. Vous avez été élu pour 5 ans, mais franchement, Monsieur le Président, 5 ans, est-ce que ça suffit pour toutes les promesses que vous avez faites? Est-ce que vous n'allez pas vous représenter en 2015? Mais vous allez vite en besogne. Vous savez, d'abord, il faut la santé, il faut la vie. Le destin d'un homme politique, nous savons comment ça peut se passer. Et je suis engagé à faire en sorte que ces 5 années
produise le maximum de ce que j'ai promis aux Ivoiriens. Et vous serez surpris, nous allons aller très vite. Alors, Monsieur le Président, vous avez dit qu'un gouvernement d'union nationale va être formé là dans les prochains jours. Est-ce que dans ce gouvernement d'union nationale, on trouvera des proches de Laurent Gbagbo? Des proches de Laurent Gbagbo, je ne sais pas, mais je suis en discussion avec les éléments modérés du Front populaire ivoirien. Je souhaite qu'ils fassent partie de mon gouvernement. Je l'ai promis durant ma campagne. Ce n'est pas par rapport à la crise, c'est tout simplement ma vision des choses. On ne peut pas exclure un parti important de la gestion du pays. Vous annoncez des législatives avant la fin de l'année. Est-ce que les deux grands partis du RHDP, le RDR et le PDCI, iront ensemble ou séparés? C'est une question qui est en discussion. J'en ai parlé avec le président Bédié et les autres présidents du Rassemblement des Oufouettistes. Nous avons une commission qui est en place qui nous fera des recommandations. Est-ce que nous devons avoir un parti unique, unifié avant les législatives ou pas? C'est une question de majorité au niveau donc des partis qui sont membres du RHDP. Guillaume Soro est donc le futur Premier ministre de ce gouvernement d'union que vous allez former dans quelques jours. Il continue dans sa mission. C'est cela. Oui. Mais on se souvient qu'entre les deux tours, en novembre dernier, vous avez promis la primature au PDCI. À quel moment tiendrez-vous votre promesse? Mais écoutez, moi j'en discute avec le président Bédié. Le PDCI, c'est Henri Konan Bédié. J'en discute avec lui et nous considérons que Guillaume Soro fait du bon travail, que la situation est encore fragile et que nous avons besoin de lui et nous souhaitons qu'il continue. Et il a accepté de continuer. C'est lui qui formera le prochain gouvernement. Mais est-ce qu'il y aura un jour un Premier ministre PDCI ou est-ce que finalement cette promesse... J'imagine. Écoutez, je tiens toujours mes engagements. Au PDCI, on le sait. Je tiendrai mes engagements le moment venu, mais ce n'est pas le moment. Relancer l'économie, c'est également l'un des grands défis qui vous attend. La Côte d'Ivoire est un pays riche en ressources naturelles. C'est un pays aussi fort de sa jeunesse. Comment vous allez faire pour remettre le pays sur les rails? Quelles vont être vos priorités? Madame, ça c'est la chose la plus facile pour moi en tant qu'économiste, en tant que banquier. Vous savez, la difficulté, Laurent Gbagbo a utilisé les ressources ivoiriennes, aussi bien les ressources financières, les ressources humaines, que pour se maintenir au pouvoir. Moi, j'ai un mandat de 5 ans. J'utiliserai les ressources financières et les ressources humaines pour protéger les Ivoiriens et pour pourvoir à de meilleures conditions de vie. Et pour cela, il faut non seulement la sécurité, il faut également des ressources, il faut des investissements. Et il faut que nous soyons ouverts sur le monde. Et cela commence par une intégration régionale plus renforcée. Donc en faisant cela, je pense que nous aurons les instruments nécessaires pour avoir une croissance économique très forte, au-delà des 7-8% dans les 2-3 prochaines années. Cela nous permettra d'absorber le chômage et de créer des emplois pour les jeunes. Le mal du pays pendant ces 10 dernières années a été l'utilisation par Laurent Gbagbo de la jeunesse, l'instrumentalisation de la jeunesse, à faire de la violence plutôt que de leur procurer des emplois. Ma stratégie est inverse. Et je ferai en sorte également qu'il y ait de la bonne gouvernance dans ce pays. Il n'y aura pas d'utilisation de ressources publiques à des fins personnelles. Et d'ailleurs, j'aurai l'occasion de le démontrer à l'occasion de la formation de mon gouvernement. Mais la bonne gouvernance, Monsieur le Président, tous vos prédécesseurs l'ont promise, notamment dans la filière cacao. Ça n'a jamais marché. Qu'est-ce que vous ferez de mieux que vos prédécesseurs pour nettoyer cette filière? Référez-vous à ma gestion de 90 à 93. Je pense que c'est une période tout de même, beaucoup reconnaissent qu'il y avait moins de corruption, il y avait moins de difficultés de ce genre et que nous avons eu à démettre des hauts fonctionnaires pour leur gestion. Nous avons eu à démettre des militaires, des policiers pour leur comportement abusif. Et nous reprendrons le même programme. Il faut sévir. Il faut mettre fin à l'impunité. Et cela ne va pas dire seulement au niveau des crimes majeurs, mais également de la petite corruption. Il faut arriver à donner un réflexe de bon comportement de citoyens
à tous nos compatriotes. Y compris chez les policiers et les gendarmes, oui, bien entendu, qui raquettent sur les rues et les routes. Oui, ben, écoutez, ça se fait un peu partout dans le monde, surtout en Afrique, et nous prendrons des mesures pour assainir donc la gendarmerie, la police comme l'armée. Et le pétrole et les autres secteurs porteurs, comme les télécoms, le BTP, est-ce que vous allez revoir les contrats conclus par votre prédécesseur? Tout sera audité et tout sera revu. En fonction, bien sûr, de la manière dont les contrats ont été donc négociés. Nous tiendrons nos engagements parce que je veux un état de droit, mais ceci étant, les contrats léonins seront dénoncés. Et vous pensez à quel contrat en particulier? Non, je n'ai pas d'a priori, mais nous ferons un audit des secteurs importants, parce que les ressources doivent revenir dans les caisses de l'État et être utilisées pour promouvoir le bien-être des Ivoiriens. C'est aussi simple que cela. Dominique Strauss-Kahn, Monsieur le Président, vous l'avez rencontré il y a un an, ici même, en Côte d'Ivoire. Tout le monde est stupéfait de ce qui arrive à Dominique Strauss-Kahn. Est-ce que c'est votre cas également? Dominique Strauss-Kahn est un ami. Je suis peiné par ce qui arrive. Et, bien entendu, il faut attendre que la lumière soit faite et que la justice fasse son travail aux États-Unis. Vous êtes stupéfait, mais au-delà, une semaine après, est-ce que ça ne donne pas à réfléchir sur le destin de chacun d'entre nous? Ben, écoutez, je ne souhaite pas aller plus loin sur cette affaire. Oui, oui. Mais ça vous peine, hein? Mais oui, écoutez, un ami qui se trouve dans une situation pareille, c'est toujours pénible. Alors évidemment, vous en avez parlé ce samedi avec Nicolas Sarkozy. Est-ce que la mise hors jeu de M. Strauss-Kahn ouvre plus le jeu politique en France pour M. Sarkozy l'année prochaine? Je ne vais pas me mêler tout de même de la vie politique française. Non, nous n'en avons pas parlé, Nicolas Sarkozy et moi. Non. Nous n'en avons pas parlé. C'est une question franco-française. J'ai suffisamment de problèmes à régler en Côte d'Ivoire. Je crois que soyons modestes quand même. Je souhaite que les Français fassent leur élection librement, comme nous l'avons fait en Côte d'Ivoire. Et puis voilà. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir reçus, Christophe Boisbouvier et moi-même, ici à Yamoussoukro, dans votre résidence. Bonne chance, la route va être longue, les défis qui vous attendent nombreux. Merci de nous avoir reçus à Yamoussoukro. C'est la fin de cet entretien. D'autres infos sur notre chaîne. Merci bien.